Aujourd'hui, nous revenons sur 7 affaires dans lesquelles des femmes ont été attaquées par des ours après avoir refusé de tenir compte d'avertissements pourtant très clairs. Le premier récit nous conduit dans le Montana, au départ d'un sentier où un garde forestier signalait la présence confirmée d'un grizzly aperçu à plusieurs reprises pendant la semaine précédente. Le dernier se déroule dans une zone isolée du nord-ouest du Wyoming, fermée au public et signalée comme telle à chacun de ses accès. Malgré les panneaux, une randonneuse a tout de même franchi le périmètre interdit. Mais commençons au mois de mai 2020 avec l'attaque de Megan Walker. Le 18 mai 2020, le nord des montagnes rocheuses traversait cette période de transition si particulière qui caractérise le printemps dans le Montana. Dans les vallées, le recul de la neige rendait de nouveau accessibles les sentiers les plus bas. Après des semaines de ruissellement, le sol restait humide et meuble sous les pas. La végétation, déjà vigoureuse, formait des masses épaisses qui se refermaient sur les bords du chemin. À première vue, le paysage semblait maîtrisable. C'était le genre de nature sauvage qui paraît accueillante tant qu'on ne découvre pas de très près les dangers précis qu'elle dissimule. Megan Walker avait 49 ans. Elle travaillait dans l'immobilier et s'était forgé une réputation personnelle autour d'un principe simple. Lorsqu'un projet était décidé, aucune information nouvelle, aussi gênante soit-elle, ne devait l'en détourner. Une excursion restait une excursion dès l'instant où elle avait été programmée. Dans son environnement professionnel, cette détermination lui avait souvent été utile. Quand elle se trompait, les conséquences pouvaient généralement être réparées. Mais ce matin-là, elle ne se trouvait pas dans un bureau. Et dans la nature, l'entêtement qui aide parfois à conclure une affaire peut aussi conduire quelqu'un à la mort. La certitude est une force, jusqu'au moment où elle cesse de l'être. Megan arriva au départ du sentier avec un programme déjà organisé. Pour elle, il ne restait plus qu'à l'exécuter. Pourtant, les gardes forestiers avaient affiché des avis écrits et prévenaient également de vive voix les randonneurs qui se présentaient. Un grizzly avait été observé à plusieurs reprises dans le secteur au cours de la semaine précédente. Il ne s'agissait pas d'un avertissement saisonnier général destiné à rappeler vaguement que des ours vivaient dans la région. Les autorités parlaient d'un animal bien précis, dont les déplacements récents avaient été constatés dans ce corridor de randonnée particulier. Megan entendit directement la mise en garde. Elle en prit connaissance, l'évalua, puis décida malgré tout de s'engager seule sur le sentier. Elle avait donc été prévenue. Des panneaux explicites étaient installés et une personne lui avait parlé de vive voix des observations récentes. Malgré cela, elle choisit d'ignorer toutes ces informations. La décision à l'origine de la tragédie ne fut pas prise au cœur de la forêt. Elle fut prise sur le parking. Ce matin-là, l'ours n'avait encore rien décidé. Megan, elle, avait choisi d'avancer. Le chemin traversait d'abord un terrain relativement ouvert, puis se resserrait entre deux lignes de crête. La végétation dépassait la hauteur d'une personne et le sentier serpentait au milieu des broussailles, empêchant de voir clairement ce qui se trouvait plus loin. Dans les fourrés printaniers du nord des Rocheuses, un animal de près de 225 kg peut devenir pratiquement invisible à seulement 8 mètres. L'idée qu'une bête aussi imposante puisse disparaître à une distance aussi courte semble difficile à croire. Pourtant, dans ces conditions, la végétation suffit à effacer entièrement sa présence. Les grizzlies quittent généralement leur tanière entre la fin du mois de mars et le début du mois de mai. Ils parcourent alors de grandes distances, notamment dans les couloirs de drainage et les zones de broussailles de basse altitude également fréquentées par les randonneurs. Un mâle adulte moyen pèse entre 180 et 270 kg. Il peut courir à près de 56 km/h. Lorsqu'un grizzly est surpris à très courte distance, sa réaction n'est pas forcément celle d'un prédateur cherchant une proie. Elle est défensive. Mais cette défense est immédiate, brutale et explosive. Megan contourna un virage et se retrouva face à l'animal. Les enquêteurs estimèrent plus tard que moins de 6 mètres les séparaient. Elle se retourna pour fuir. Ce brusque changement de direction reproduisit le signal visuel d'une proie qui prend la fuite. À une telle distance,
L'espace disponible ne constituait pas une véritable marge de sécurité. Avant même que son corps comprenne pleinement la menace et commence à réagir, il était déjà trop tard. Le grizzly franchit les quelques mètres qui les séparaient et la frappa par derrière. La puissance des pattes avant d'un tel animal suffit à fracturer un crâne ou à projeter instantanément au sol une personne encore debout. Megan s'effondra. Une fois sa victime à terre, l'ours disposait d'un avantage physique absolu. Il concentra son attaque sur le haut du corps. Ses griffes lacérèrent le cou et le cuir chevelu. Sa mâchoire se referma sur l'arrière de la tête et la région cervicale. L'agression fut aussi rapide que violente. Tout se termina en quelques secondes. Megan Walker mourut sur un sentier où des personnes placées à l'entrée l'avaient expressément averti de ne pas s'engager. La mise en garde n'était ni imprécise ni générale. Elle concernait ce sentier, cette semaine-là et cet animal. Megan l'avait entendu. Elle avait pourtant choisi de passer outre. Dans l'affaire suivante, la victime avait reçu bien davantage qu'un avertissement affiché sur un panneau. Pendant plusieurs minutes, elle vit elle-même l'ours lui adresser des signaux de plus en plus menaçants. Autour d'elle, plusieurs personnes lui demandèrent à plusieurs reprises de s'arrêter. Elle continua malgré tout. Le 7 juillet 2016, les sentiers montagneux de l'est du Tennessee attiraient les foules estivales. Le chemin emprunté par Suzanne Parker et sa famille formait un virage après environ 1,5 km, puis débouchait sur une prairie partielle où la végétation devenait moins dense à la lisière de la forêt. Suzanne avait 54 ans. Elle pratiquait la randonnée depuis des années et avait développé une conviction très personnelle au sujet des animaux sauvages. Selon elle, leur dangerosité était exagérée. Elle pensait que les rencontres rapprochées étaient généralement paisibles et que les avertissements provenaient surtout de personnes excessivement prudentes. On peut comprendre comment une telle croyance s'installe. Des années de randonnée sans incident finissent par donner l'impression que l'expérience confirme cette vision. Mais l'absence de drame ne prouve pas qu'une situation est sûre. Elle en donne seulement l'apparence, tant que rien de grave ne s'est encore produit. Le groupe aperçut un ours noir occupé à se nourrir près de la clairière, à environ 70 mètres devant lui. C'était une observation classique qui pouvait rester parfaitement sûre. Il suffisait de regarder l'animal depuis cette position, de ne pas s'approcher, de ne surtout pas lui proposer de nourriture et de lui permettre de repartir à son rythme. Suzanne plongea la main dans son sac à dos et en sortit de la nourriture. L'enchaînement des événements paraît presque incompréhensible. Un ours se trouvait à environ 70 mètres. Suzanne prit de quoi le nourrir, puis commença à marcher dans sa direction en lui présentant les aliments. D'autres randonneurs assistèrent à la scène. Ils lui crièrent de s'arrêter et lui expliquèrent qu'elle se mettait en danger. Plus d'une personne tenta de la prévenir. Elle poursuivit son approche. Lorsqu'un ours noir voit son espace se réduire, surtout en présence de nourriture, son comportement suit généralement une progression. Il prend d'abord conscience de la présence humaine. Il adopte ensuite une posture d'alerte, commence à se déplacer nerveusement, puis peut effectuer de fausses charges. Ses mouvements sont courts, très rapides et s'interrompent avant le contact. Il constitue l'un des derniers avertissements structurés de l'animal. Si l'intrus recule, la séquence peut prendre fin. S'il continue d'avancer, l'ours ne répète pas nécessairement les mêmes signaux indéfiniment. Alors que Suzanne réduisait encore la distance, l'animal effectua plusieurs fausses charges. À chaque fois, il parcourait rapidement entre 3 et 5 mètres, puis s'arrêtait. Le message ne prêtait à aucune confusion. Suzanne ralentit, mais elle ne s'immobilisa pas. Elle continua de se rapprocher. L'ours faisait tout ce qu'il pouvait pour lui communiquer son agitation. Les personnes présentes sur le sentier faisaient elles aussi tout ce qui était en leur pouvoir pour lui faire comprendre le danger. Pourtant, personne ne parvint à l'arrêter. Lorsqu'elle ne se trouva plus qu'à environ 8 mètres, le comportement de l'animal changea complètement. Il cessa de faire les 100 pas. Son corps bascula vers l'avant. L'ours avait parcouru toutes les étapes de sa séquence d'avertissement sans obtenir le recul attendu. Il passa alors à l'attaque. Il franchit la distance restante et percuta Suzanne avec ses pattes avant, la jetant immédiatement au sol.
Une fois qu'elle fut à terre, l'animal la mordit à la tête et au cou. Au niveau de ses canines, la pression exercée par la mâchoire d'un ours noir peut dépasser 4,8 mégapascales. Cette puissance suffit à provoquer des lésions mortelles au crâne ou aux vertèbres cervicales, même sans contact prolongé. L'attaque se poursuivit. Les blessures, particulièrement graves, se concentraient sur le haut du corps et le cou. Susan Parker ne survécut pas. Les responsables de la faune sauvage furent catégoriques. En s'approchant, en introduisant de la nourriture et en continuant malgré les multiples avertissements de l'animal, Susan avait elle-même construit la succession d'événements qui avaient conduit à sa mort. Les randonneurs qui avaient essayé de l'arrêter avaient correctement compris la situation. Ils l'avaient prévenu clairement et plus d'une fois. Il reste difficile de ne pas penser à ces témoins. Ils avaient vu le danger, l'avaient signalé et avaient eu raison sur toute la ligne. Pourtant, ils furent contraints d'assister à la scène sans parvenir à modifier son issue. C'est un poids qu'ils ont probablement rapporté avec eux lorsqu'ils sont rentrés chez eux. La femme au centre du troisième cas ne tenta pas d'attirer un ours avec de la nourriture. Elle s'avança vers lui avec l'intention de lui donner des ordres et de le chasser du sentier. Elle découvrit alors ce qu'un grizzly comprend réellement lorsqu'un humain progresse bruyamment dans sa direction. Le 12 septembre 2017, les hautes terres du Wyoming se trouvaient dans cette brève période séparant la fin de l'été du début de l'automne montagnard. Les feuilles des trembles commençaient à changer de couleur. Au-dessus de la limite des arbres, le paysage était dégagé dans toutes les directions. C'était une de ces journées automnales des Rocheuses où l'excellente visibilité crée une forme particulière de confiance trompeuse. Voir tout ce qui se trouve autour de soi ne signifie pas nécessairement comprendre ce que l'on regarde. Deborah Hayes avait 57 ans. Elle possédait une longue expérience de la randonnée et s'était construit une méthode fondée sur une idée précise. Selon elle, afficher son absence de peur, par la voix comme par le corps, donnait de meilleurs résultats que battre en retraite. Cette stratégie avait semblé fonctionner assez souvent pour qu'elle finisse par la considérer comme presque universelle. Le problème d'une règle qui n'a jamais rencontré le contre-exemple capable d'en révéler les limites, c'est qu'elle paraît valable partout. Et parfois, l'expérience qui finit par démontrer qu'elle est fausse ne laisse aucune seconde chance. Le groupe contourna un virage et découvrit un grizzly sur le sentier, à environ 37 mètres. L'animal était partiellement tourné vers les silhouettes qui approchaient. Sur un terrain ouvert, cette distance avait une réelle importance. Elle laissait suffisamment d'espace pour reculer lentement sur le côté. Elle donnait également au grizzly le temps d'observer le groupe et de comprendre que ces humains ne représentaient pas une menace. Les autres randonneurs commencèrent à reculer ensemble, sans mouvement brusque. Ils avaient correctement interprété la situation. C'était la sortie que cette rencontre leur offrait. Deborah, au contraire, s'arrêta. Elle se tourna vers le grizzly, leva son bâton de marche et commença à avancer. Elle criait en direction de l'animal et agitait son bâton, avec l'intention manifeste de le forcer à quitter le chemin. Faire du bruit et tenter de paraître plus imposant peut être utile dans certains types de rencontres avec un ours, mais ce principe ne s'applique pas à toutes les situations. Face à un grizzly déjà en alerte, situé à une trentaine de mètres sur un sentier ouvert, avancer en criant ne communique pas une forme de domination. Cela augmente la tension. Et lorsqu'un grizzly perçoit cette escalade à une distance aussi faible, il ne s'arrête pas forcément pour réévaluer calmement la situation. L'animal chargea. À pleine vitesse, un grizzly peut parcourir entre 27 et 32 mètres en 2 secondes et demie à 3 secondes environ. À partir de l'instant où la charge commença, Deborah ne disposait plus d'aucun moyen capable de modifier le résultat physique de la collision. Les autres membres du groupe avaient suffisamment reculé pour ne pas attirer l'attention de l'animal. D'une manière très concrète, Deborah s'était isolée du reste des randonneurs. Elle était la seule à avancer vers l'ours pendant que tous les autres s'en éloignaient. Le grizzly la heurta à pleine vitesse. Une masse comprise entre 180 et 270 kg, lancée à près de 48 km à l'heure et frappant avec ses pattes avant, la projeta violemment au sol. L'animal referma sa mâchoire sur l'arrière de son cou et le haut de sa colonne vertébrale. Ses griffes lacérèrent son cuir chevelu et ses épaules.
tout fut terminé en quelques secondes. Deborah Hayes mourut sur un sentier que les autres membres de son groupe purent quitter vivants, parce qu'au moment décisif, ils avaient fait un choix différent. Il ne faut jamais chercher à attirer volontairement l'attention d'un animal sauvage, surtout lorsque cet animal possède la force nécessaire pour tuer un être humain presque instantanément. Jusqu'à la seconde où le grizzly chargea, l'erreur de Deborah demeurait intérieure et invisible. Elle reposait sur une confiance accumulée au fil des années. Lorsqu'elle fut enfin confrontée à la situation capable de démontrer les limites de sa méthode, il était déjà trop tard. La victime suivante ne devait pas surmonter une simple erreur personnelle d'interprétation. Elle reçut des avertissements directs, formulés par plusieurs personnes qui venaient elles-mêmes de voir l'animal. Elle décida pourtant qu'elle se trompait. Le 3 juin 2015, les forêts de l'intérieur de la Colombie-Britannique étaient plongées dans les longues journées du début de l'été nordique. Le chemin polyvalent emprunté par Nathalie Foster traversait une forêt secondaire particulièrement dense. Les sous-bois étaient si épais que la visibilité disparaissait après quelques mètres. Le sentier formait régulièrement des virages, si bien qu'il était impossible de savoir ce qui se trouvait plus loin avant d'avoir presque atteint l'endroit. Nathalie avait 51 ans. Elle travaillait dans la vente et entretenait une relation très particulière avec les conseils non sollicités venant d'inconnus. Les personnes qui la connaissaient la décrivaient unanimement comme quelqu'un qui avait tendance à les écarter sans vraiment les considérer. Dans la plupart des aspects de la vie quotidienne, ce comportement ne provoquait que de petites tensions. Pourtant, une même habitude peut avoir des conséquences radicalement différentes selon le contexte. Refuser un conseil dans une situation ordinaire produit parfois une simple contrariété. Refuser une information vitale sur un sentier sauvage peut conduire à une issue irréversible. Nathalie se trouvait à environ 2,5 km du départ lorsqu'elle croisa deux cyclistes arrivant dans la direction opposée. Ils ralentissaient devant chaque personne pour transmettre le même message. Un ours noir avait été aperçu sur le sentier moins de 20 minutes auparavant. Les cyclistes avaient vu l'animal directement. Ils avaient fait demi-tour à cause de sa présence et avertissaient désormais tous ceux qui continuaient dans cette direction. Il ne s'agissait pas de personnes imaginant un danger éventuel par excès de prudence. Elles venaient de rencontrer l'ours, avaient modifié leur propre itinéraire et racontaient précisément ce qu'elles avaient observé. Plusieurs randonneurs qui se trouvaient près de Nathalie firent immédiatement demi-tour. Elle continua. Selon elle, la mise en garde était exagérée. Elle pensait que les cyclistes avaient interprété la situation comme étant plus dangereuse qu'elle ne l'était réellement. Il faut une forme de certitude très particulière pour entendre le témoignage direct de personnes qui viennent de voir un animal, apprendre qu'elles ont fait demi-tour à cause de lui, puis décider qu'elles ont mal compris leur propre expérience. Dans ce cas, cette confiance était erronée, et l'erreur ne pouvait pas être réparée. Nathalie atteignit la portion de sentier qui avait été signalée. L'ours se tenait près de la végétation, au bord du chemin. Une partie de son corps restait dissimulée dans les broussailles. Depuis le sentier, il était visible à une distance d'environ 5 mètres. Nathalie s'arrêta et resta sur place. Demeurer immobile à 5 mètres d'un ours noir, au milieu d'une végétation dense, n'est pas une action neutre. À cette distance, l'animal continue de percevoir la présence humaine par l'odeur et par le bruit. Si la personne ne recule pas, l'ours comprend que cette présence ne disparaît pas. L'animal commença à montrer des signes évidents d'agitation. Il transférait son poids d'une patte à l'autre, émettait des sons et orientait directement son corps vers Nathalie. Elle ne bougea toujours pas. L'ours jaillit de la lisière des broussailles. La distance entre la végétation et le chemin était trop faible pour lui permettre de prendre son élan sur plusieurs mètres. Il franchit l'espace d'un seul mouvement explosif. Lorsque Nathalie comprit que les avertissements venaient de se transformer en attaque, l'animal était déjà engagé. Il la frappa avec ses pattes avant, la projetant en arrière et lui faisant perdre l'équilibre. Une fois Nathalie au sol, l'agression se poursuivit. L'ours planta ses crocs dans le haut de son corps et dans ses bras. Ses griffes labourèrent son dos et ses épaules. Les blessures étaient extrêmement graves et se concentraient principalement sur le haut du corps ainsi que sur le cou.
Nathalie Foster mourut des suites de l'attaque. Les cyclistes qui l'avaient prévenu avaient raison. Les randonneurs qui avaient choisi de rebrousser chemin avaient également raison. Avant que Nathalie atteigne l'animal, toutes les informations nécessaires lui avaient été transmises. Mais aucune ne lui était parvenue sous une forme qu'elle était disposée à accepter. Après ce sentier où plusieurs témoins directs avaient transmis des avertissements qui furent ignorés, le récit suivant nous conduit en Alaska. Cette fois, les conseils ne venaient pas d'inconnus rencontrés en chemin. Ils provenaient de professionnels que la victime avait expressément engagés et qu'elle avait parcouru une grande distance pour suivre. Le 22 août 2018, l'arrière-pays de l'Alaska se trouvait au sommet bref et intense de l'été nordique. Les journées étaient longues. Les prairies de la toundra s'étendaient largement sous un ciel ouvert. Le groupe avait été transporté jusqu'à la zone d'observation par une entreprise de guides dont le personnel travaillait sur ce terrain depuis plusieurs saisons. Ces professionnels connaissaient la disposition des prairies. Ils savaient comment le vent se déplaçait le long de la crête. Ils connaissaient également les comportements des grizzlies qui fréquentaient le secteur pendant leur période d'alimentation de la fin de l'été. La limite d'observation fixée à environ 137 mètres n'était pas une distance choisie par défaut. Elle résultait d'une expérience directe et répétée avec l'animal précis que le groupe était venu observer. Rachel Morgan avait 55 ans. Elle produisait des récits de voyage et avait construit son activité professionnelle autour d'une idée. Pour obtenir un contenu saisissant, il fallait dépasser la zone confortable et aller plus loin que la personne placée à côté de soi. Dans cette prairie de toundra, elle appliqua ce principe à un grizzly que les guides connaissaient personnellement. Ils l'avaient observé à de nombreuses reprises et à différentes distances. Ils avaient ainsi déterminé l'endroit exact où s'arrêtait sa tolérance. Cette information n'existait nulle part ailleurs que dans l'expérience des guides. Rachel ne pouvait y avoir accès qu'en respectant leurs consignes. Elle écarta ses instructions presque immédiatement. L'ours entra dans la prairie au début de sa période d'alimentation matinale. Depuis la position du groupe, il était visible à une distance légèrement inférieure à 137 mètres. Les guides avaient expliqué la limite d'observation avant même que l'animal apparaisse. Ils la répétèrent dès que le grizzly fut en vue. Rachel commença pourtant à dépasser cette limite. L'un des guides se dirigea rapidement vers elle et lui ordonna de revenir. Elle passa également devant lui et poursuivit son avancée. À environ 73 mètres, l'ours releva la tête et orienta son regard vers Rachel. À 55 mètres, il se dressa sur ses pattes arrière. À 46 mètres, il retomba sur ses quatre pattes et chargea. Un grizzly lancé à pleine vitesse peut franchir 46 mètres de toundra ouverte en moins de 4 secondes. Rachel vit le changement de posture de l'animal et commença à s'éloigner. Mais un être humain se déplaçant à pied sur un terrain ouvert ne peut rien changer à ce que représentent 4 secondes lorsque la distance se réduit à une telle vitesse. Les guides se trouvaient trop loin pour intervenir physiquement. L'ours percuta Rachel au milieu de la prairie. Plusieurs centaines de kilogrammes lancés à pleine course la jetèrent immédiatement au sol. Le grizzly la mordit à la tête et dans la partie supérieure du cou. Ses pattes avant lacérèrent l'arrière de son cuir chevelu et ses épaules. Le terrain ouvert n'offrait à l'animal aucune raison liée à l'environnement de se désengager rapidement. L'attaque se poursuivit jusqu'à ce que tous les signaux physiques auxquels il réagissait aient disparu. Rachel Morgan mourut dans une partie de la prairie où les personnes qu'elle avait payées pour la guider lui avaient directement et plusieurs fois interdit d'entrer. Le plus difficile à comprendre n'est peut-être ni la charge ni l'impact. Rachel avait payé pour bénéficier de l'expertise qui aurait pu la maintenir en vie. Mais dès que cette expertise était devenue incompatible avec ce qu'elle voulait faire, elle l'avait écartée. Le 6e cas se déroule sur un versant de l'Idaho, au début du printemps. Cette fois, le danger n'était pas visible. Aucune ligne n'avait été matérialisée sur le terrain et l'information la plus importante de toute la situation restait encore dissimulée. Le 28 avril 2013, les contreforts du centre de l'Idaho traversaient cette première phase du printemps qui peut être profondément trompeuse. La neige avait reculé aux altitudes les plus basses. Les broussailles semblaient clairsemées et dépouillées. Comme souvent dans l'ouest montagneux à cette période,
Le versant paraissait ouvert à lire. L'absence de végétation dense donnait l'impression que tout ce qui était présent pouvait forcément être vu. Ce n'était pas le cas. Laura Mitchell avait 52 ans. Elle travaillait dans l'administration scolaire et avait suivi, pendant une grande partie de sa vie adulte, un instinct constant. Lorsqu'elle apercevait un animal qui semblait en détresse ou en difficulté, elle s'en approchait. Dans les situations où cet instinct s'était manifesté jusque-là, les résultats avaient toujours été sans gravité. Cette affaire est réellement différente des précédentes. Laura ne semblait agir ni par mépris des avertissements, ni par excès de confiance. Elle vit ce qui ressemblait à des animaux vulnérables et s'avança vers eux avec ce qui, de l'extérieur, pouvait être compris comme une volonté de les aider. L'instinct lui-même n'était pas le véritable problème. Le danger venait du fait qu'elle avait agi avant que l'ensemble de la situation puisse lui apparaître. En franchissant une élévation du terrain, Laura aperçut 2 petits grizzlies en contrebas. Ils se trouvaient près d'un groupe de rochers dans une dépression couverte de broussailles. Les oursons étaient de petite taille. Nés au mois de janvier, ils avaient environ 4 mois et venaient de sortir de la tanière. Rien dans leurs mouvements ne permettait de penser qu'ils étaient en détresse, mais ils n'étaient pas seuls. Laura ne pouvait pas encore le savoir, car les broussailles masquaient ce qui se trouvait derrière eux. Les randonneurs qui marchaient juste derrière elle commencèrent à reculer dès qu'ils virent les petits. Ne pas apercevoir d'ours adulte signifie seulement que la ligne de vue ne permet pas de la distinguer. Cela ne prouve absolument pas qu'elle est absente. Au printemps, une femelle grizzly sort de sa tanière accompagnée d'oursons encore petits et entièrement dépendants d'elle. Toute sa perception de l'environnement immédiat s'organise alors autour d'une seule priorité, leur protection. Dans cette situation, elle ne tolère aucune ambiguïté. Laura se dirigea vers les oursons. Les personnes derrière elle exprimèrent leur inquiétude aussi clairement qu'il était possible de le faire sans pouvoir la retenir physiquement. Laura continua. Cette scène est plus difficile à comprendre émotionnellement que les autres. Il n'y avait pas ici une personne cherchant à prouver qu'elle avait raison. Il y avait quelqu'un qui voulait aider, mais qui ne voyait pas l'élément rendant toute intervention impossible. Des personnes capables de comprendre une partie plus large de la situation lui disaient de s'arrêter. Malgré cela, elle avançait toujours. Les randonneurs qui reculaient commencèrent à lui crier de s'éloigner à son tour. Elle ne les écouta pas. Au printemps, une femelle grizzly protégeant ses petits ne présente pas de série d'avertissements visibles avant de passer à l'attaque. Elle peut surveiller l'intrus depuis une position dissimulée, puis intervenir dès que la distance avec ses oursons atteint le seuil que son instinct considère comme critique. La mère se trouvait dans les broussailles, derrière les rochers. Depuis cet endroit invisible pour Laura, elle suivait chacun de ses mouvements. Lorsque Laura ne fut plus qu'à quelques mètres des petits, la femelle surgit. Au moment où elle sortit de sa cachette, moins de 6 mètres séparaient sa position de celle de Laura. Une seconde plus tôt, il n'y avait que des broussailles. Puis un ours d'environ 160 kg apparut, déjà lancé à pleine vitesse et déjà beaucoup trop proche pour que Laura puisse réagir efficacement. La femelle la frappa simultanément avec ses 2 pattes avant, la projetant au sol sur la pente. Elle planta ses crocs dans l'arrière de la tête et le cou de Laura. Ses griffes lacérèrent le cuir chevelu et le haut du dos. En quelques secondes, les blessures infligées furent catastrophiques. Les agents chargés de la faune déterminèrent que la réaction de la mère était une réponse défensive directe à la proximité de Laura avec les oursons. L'information essentielle, celle qui aurait pu renverser entièrement sa décision, était précisément celle que les broussailles lui avaient cachée. Après ce versant où le danger le plus important était encore invisible, le dernier récit nous conduit sur un sentier fermé au public. Cette fermeture n'avait pas été décidée parce qu'un incident risquait peut-être de se produire. Elle avait été mise en place parce qu'une situation dangereuse était déjà en cours. Chacun des accès au secteur portait un avertissement explicite. Le 5 octobre 2018, les terres isolées du nord-ouest du Wyoming entraient dans les premiers jours véritablement froids de l'automne. En altitude, le réseau de sentiers avait retrouvé le calme d'une saison où la plupart des visiteurs étaient déjà partis. Pourtant, la zone n'était pas vide. Un grizzly s'y trouvait avec une carcasse.
L'animal avait pris possession du territoire autour de cette source de nourriture et le défendait avec une intensité biologique que les spécialistes de la faune classent dans une catégorie précise et bien documentée. Le personnel d'un service local de gestion de la faune avait repéré un grizzly gardant activement la carcasse d'un grand wapiti, à environ 400 mètres d'une intersection principale. L'animal était resté près de la carcasse pendant plus de 2 jours. Des panneaux de fermeture avaient été installés à tous les points d'accès. Des membres du personnel avaient également été déployés physiquement aux principaux départs de sentiers, avec pour instruction de faire rebrousser chemin aux visiteurs. La limite de fermeture comprenait une importante zone tampon. Ainsi, toute personne s'arrêtant devant les panneaux restait bien au-delà de l'endroit où le comportement de l'ours pouvait passer de la tolérance à l'agression. Les panneaux étaient là. Le personnel était présent. La distance de sécurité avait été calculée et les informations précises avaient été communiquées avant l'arrivée du moindre visiteur. Janet Brooks avait 58 ans. Elle avait préparé cette excursion à l'avance. Lorsqu'elle découvrit la fermeture au départ du sentier, elle ne la considéra pas comme une information signalant un danger confirmé, précis et proche. Elle la vit comme un obstacle perturbant un projet déjà fixé. Janet contourna la fermeture et pénétra dans le secteur interdit. Voir une interdiction comme une gêne plutôt que comme une information est un mécanisme mental dont beaucoup de personnes peuvent être victimes lorsqu'elles se sont fortement engagées dans un programme. Le projet semble concret. Il a été préparé, attendu et organisé. Le panneau, lui, paraît n'être qu'une barrière dressée en travers du chemin. À cet instant, l'ours peut sembler beaucoup moins réel que l'itinéraire que l'on avait prévu de suivre. Pourtant, un grizzly qui possède une grande carcasse au cours des semaines précédant son entrée en tanière se trouve dans l'état de protection alimentaire le plus intense que cette espèce puisse manifester. À cette période, ses besoins énergétiques peuvent atteindre environ 20 000 calories par jour. L'ensemble de son comportement se réorganise autour de la recherche, de la consommation et de la défense de la nourriture. Sa réaction ne commence pas nécessairement par une phase d'avertissement. Lorsque l'intrus arrive, l'animal se trouve déjà au plus haut niveau de protection de sa ressource. Dans ce type de rencontre, l'issue évolue avec une régularité telle que les professionnels de la faune la considèrent comme une caractéristique déterminante de la situation. Le périmètre fermé correspondait directement à la zone où ce comportement était actif. Les panneaux ne signalaient pas un danger général dans une région indéterminée. Ils concernaient un ours précis, une carcasse précise, un emplacement précis et les conséquences prévisibles d'une intrusion dans l'espace séparant l'animal de sa nourriture. Janet parcourut plusieurs kilomètres à l'intérieur de la zone interdite. Le sentier traversait un corridor naturel de drainage qui conduisait vers le lieu où se trouvait la carcasse. Les reliefs situés de part et d'autre réduisaient la distance à laquelle le grizzly pouvait détecter son approche. Un grizzly en phase d'alimentation intensive et occupé à défendre une carcasse ne donne pas d'avertissement visible avant d'engager l'attaque. Un instant, l'ours est immobile et présent. L'instant suivant, il se déplace déjà à pleine vitesse. Entre ces deux états, il ne s'écoule qu'une fraction de seconde. Le grizzly chargea. Le contact fut explosif. La totalité de l'élan d'un animal pesant plus de 180 kg fut transmise par ses pattes avant. Janet fut immédiatement projetée au sol. L'ours la mordit à la tête, au cou et dans la partie supérieure du torse. Ses pattes avant lacérèrent à plusieurs reprises son dos et ses épaules. Janet était seule. Personne ne se trouvait là pour interrompre l'agression. L'attaque se poursuivit jusqu'à ce que le grizzly considère que la menace avait été neutralisée. Il retourna ensuite auprès de la carcasse. Lorsque Janet ne revint pas, des recherches furent organisées. Les enquêteurs n'eurent pas besoin de procéder à une reconstruction complexe. Les panneaux de fermeture étaient toujours exactement là où ils avaient été installés. Les registres du personnel affecté au départ de sentier étaient complets. Sur le chemin menant dans le secteur interdit, une seule série d'empreintes avançait vers l'intérieur. Une seule trace de pas se dirigeait vers l'endroit dont tous les dispositifs avaient précisément pour fonction d'éloigner les visiteurs. Les fermetures de sentiers et les mesures actives de gestion de la faune ne résultent pas d'une prudence excessive. Elles sont mises en place lorsqu'une personne formée,
disposant de l'autorité et des connaissances nécessaires, s'est rendu sur le terrain, a localisé l'animal, évalué son comportement et défini une limite à l'endroit exact où sa biologie rend l'issue pratiquement non négociable. La fermeture que Janet avait franchie n'était pas une simple carte indiquant l'endroit où un ours pouvait éventuellement se trouver. Elle montrait où se trouvait réellement l'animal, ce qu'il était en train de faire et ce qui se produirait si quelqu'un pénétrait dans l'espace séparant l'avertissement de la carcasse. Toutes ces informations étaient disponibles au départ du sentier. Elles figuraient par écrit à chaque accès et étaient renforcées par la présence physique du personnel. L'information n'avait pas échoué. Janet Brooks l'avait dépassée pour entrer directement dans la situation qu'elle avait été mise en place afin d'empêcher.